مشاهدينا اهلا بحضراتكم معنا حلقه جديده من هنا افريقيا. احنا موجودين مع دوله كوت ديفوار والتي تحتفل بالعيد الوطني اللي هو يوافق 7 اغسطس 1960 وهو عيد الاستقلال عن دوله فرنسا. لقاء خاص مع السيد الو اوجين، هو سفير دوله كوت ديفوار بالقاهره، بالاضافه الى حفل السفاره والذي اقيم بمناسبه الاحتفال باليوم الوطني. Monsieur Alou Eugène, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Caire, bienvenue à la télévision égyptienne et à notre programme Ici l'Afrique. Merci madame pour l'honneur que vous me faites. Je suis heureux de compter la presse égyptienne parmi les grands partenaires du travail de l'ambassade et je vous remercie de vous associer à notre fête nationale. On va commencer de parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui fête le jour national. Le national, c'est le 7 août 1960, où la Côte d'Ivoire a pu acquérir son indépendance. Et donc, on va parler tout d'abord de l'importance de ce jour. Oui, comme vous savez, la liberté fait partie des grandes aspirations humaines. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier tout pour leur liberté. Et c'est valable pour les individus pris isolément, mais c'est valable aussi pour les nations. Et une nation qui accède à la souveraineté, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que chaque année, la nation se souvient de son histoire, de cette date particulière et que ce jour-là est célébré. En Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant, la fête nationale est la plus grande fête. Aujourd'hui, il y a des fêtes religieuses qui commencent à prendre de l'importance, mais par rapport à l'unité nationale, la fête nationale était la plus grande fête de tout le monde et on sentait tout le monde heureux parce que pour nous, la libération coïncidait avec l'aspiration à la modernité et au développement. Et jusqu'aujourd'hui encore, la fête nationale prend une place très importante dans la vie des citoyens. La Côte d'Ivoire, l'un des pays, ou bien l'un des plus grands pays à l'ouest de l'Afrique. Et normalement, elle fait partie de l'unité africaine. Donc, on va parler en détail de la République ivoirienne. Tout d'abord, le système politique, ou bien le système de l'État. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations? Oui, la Côte d'Ivoire est facile à caractériser parce que au moment des indépendances, dans les années 60, beaucoup d'États africains avaient fait des choix idéologiques très radicaux. Notamment, il y avait des pays socialistes, il y avait des pays communistes, il y avait des pays capitalistes. Mais la Côte d'Ivoire est un pays qui se caractérise par le libéralisme. La Côte d'Ivoire est un pays libéral et le pays est resté libéral jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même il y a 10 ans, 15 ans, un président socialiste est venu au pouvoir, le président Gbagbo, mais n'a pas changé fondamentalement ce régime parce que la Côte d'Ivoire a une essence libérale. Donc la Côte d'Ivoire, c'est une république avec des institutions républicaines, avec un pouvoir exécutif très fort et un parlement qui accompagne le pouvoir exécutif. Mais bien sûr, à côté aussi, il y a le pouvoir judiciaire. Mais de plus en plus, comme vous le savez, la presse aussi occupe une place. Et la Côte d'Ivoire est l'un des pays où la presse est le plus développée. Nous avons plus de 30 titres chaque matin. C'est des dizaines de journaux, 30 titres qui paraissent chaque matin. C'est la presse écrite. La presse écrite. Oui. Nous avons la presse écrite, nous avons la presse audiovisuelle. Que ce soit la télévision, que ce soit la radio, il y a des presses privées qui ne sont pas encore très développées. Mais il y en a qui permettent d'assurer la liberté d'expression et une diversité d'opinions dans le pays.
D'accord. On va parler encore de la population ou bien la situation démographique. Quelle est cette composition? Oui, la Côte d'Ivoire à l'indépendance avait à peine 3 millions d'habitants en 1960. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 23 millions d'habitants. Et nous avons le sentiment que c'est allé trop vite. Nous avons une population qui croît très vite, comme certains pays africains, ce qui est un danger. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas pu échapper à cela parce que il y a une population qui jeûne, qui produit des enfants, mais surtout, nous avons une immigration très forte. Nous recevons beaucoup de citoyens venant du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Niger, puisque on considère tous les pays frontaliers, la Guinée, tous ces pays viennent en Côte d'Ivoire parce que c'est le pays qui est le plus développé, c'est le pays où il faut bon vivre, c'est le pays de la liberté, comme la stabilité de la liberté. Vous savez, chaque fois que les gens ont des problèmes dans leur pays, ils cherchent à aller là où il y a la liberté. Et là, à Côte d'Ivoire, nous avons cela. Au point même que nous avons accueilli des Cambodgiens, nous avons accueilli des Vietnamiens, nous avons accueilli des Nigérians, chaque fois, même des Rwandais, des Burundais, chaque fois que les pays ont des problèmes, souvent c'est la Côte d'Ivoire qui accueille leurs citoyens, attire les Africains. Et donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays de rencontres, c'est un pays où on dit toujours, il y a à peu près 26% de la population est étrangère. Est-ce qu'il y a plusieurs ethnies? Oui, comme en Afrique, l'Afrique est riche de sa diversité. Et en Côte d'Ivoire, il y a plus d'ethnies. On parle d'une cinquantaine d'ethnies, d'une soixantaine d'ethnies, mais il y a 5 grands groupes ethniques qui sont totalement différents. Sinon, les autres se comprennent plus ou moins, d'une région à l'autre, se comprennent un peu, mais plus vous allez loin, au-delà de 200, 300 km, ce n'est plus le même peuple et il y a une ethnie différente. N'empêche que grâce à la colonisation qui nous a donné des éléments communs, comme le français, la monnaie, un idéal commun, le pays est un pays unitaire. Il n'y a pas de lutte pour se séparer. Nous avons eu une crise au cours des années passées, mais aucune région n'a cherché à se séparer de la Côte d'Ivoire. Donc le pays est unitaire et le pays reste uni. C'est bien ça. Pour la Côte d'Ivoire, on va parler encore avant de parler de l'économie, c'est un point très important, c'est un côté très important, on va parler de la langue. La langue française, c'est la langue officielle. Est-ce qu'il y a d'autres langues, d'autres dialectes? Oui, la langue française, c'est l'héritage que nous a laissé la colonisation. C'est un facteur d'unification du peuple, puisque dans la rue, partout où vous allez, quand vous parlez le français, vous vous faites comprendre. Mais à côté du français, il y a des langues, il y a au moins 2 langues qui permettent de commercer, qui permettent d'échanger dans la vie. Il y a la langue djoula et il y a la langue baoulé. Et ce sont des langues qui sont comprises par la plupart des gens et cela ajoute au français. Mais fondamentalement, c'est le français qui est la langue commune du nord au sud. C'est plus ou moins cela qu'on comprend. Mais une partie de la population, les populations anciennes qui n'ont pas été à l'école, notamment, parlent plutôt le djoula et le baoulé. Voilà les langues grâce auxquelles purement africaines. Sinon, il y a effectivement des langues purement africaines. Et moi qui suis un intellectuel cultivé en français, mais je parle ma langue natale de manière correcte. Je peux parler pendant des heures ma langue naturelle sans parler de français du tout. Donc ça veut dire que nos langues ont leur importance et continuent de nous nourrir, notre culture. C'est bien ça. On va parler de la situation économique pour l'économie à la Côte d'Ivoire ou bien en Côte d'Ivoire. L'économie là-bas, la plus dynamique à l'ouest de l'Afrique. Donc, ma question sera sur lesquelles l'économie ivoirienne est axée essentiellement. Oui, merci de nous flatter et de nous complimenter en parlant de l'économie ivoirienne qui est dynamique. C'est vrai. L'économie ivoirienne a été toujours dynamique. Il y a eu des périodes de crise, mais rapidement, le pays rebondit et l'économie est dynamique. Depuis 5 ans, l'économie a un taux de croissance de 9%, ce qui au monde fait partie des taux les plus élevés. Je suis d'accord avec vous. Et l'économie ivoirienne repose sur le travail des citoyens. À la différence de certains grands pays ou de certains pays latino-américains où ce sont des grands exploitants agricoles, ce sont des grands industriels, chez nous c'est les petits paysans, c'est les populations avec leurs petites parcelles qui nourrissent l'économie. Tout le monde travaille, on met le peuple au travail et cela permet donc de distribuer l'argent de l'État. Chez nous, un individu seul n'a pas beaucoup d'argent. Chacun a un peu et c'est ça qui donne l'État. Et la base donc c'est l'agriculture parce que nous avons la chance. On dit que la Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu parce que là-bas, quand vous plantez, vous n'avez pas besoin d'arroser, ça pousse.
Le soleil est là, l'eau est là. Il y a du nord au sud. Le sol est là. Le sol est là. Du nord au sud, il y a 5 grands fleuves. Il y a des grands fleuves qui traversent le pays et qui font que vraiment l'agriculture réussit. Donc l'économie repose sur l'agriculture. Mais depuis quand même 20 ans, l'économie s'est diversifiée. La Côte d'Ivoire produit des jus, la Côte d'Ivoire produit des engrais, la Côte d'Ivoire produit beaucoup d'éléments. Du café, on produit du ciment, du cacao, du chocolat, des produits à base de café. L'ananas est exporté en fruits, mais l'ananas est exporté aussi en conserve. Et nous avons le premier port tonnier d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. De thon, c'est du poisson. Nous pêchons du poisson que nous vendons à l'extérieur. Donc, nous avons une économie relativement diversifiée, mais qui dépend pour l'instant, en grande partie, de l'agriculture. Donc, qu'est-ce que le gouvernement ivoirien a bien fait pour augmenter le taux de la croissance économique? Premièrement, après la crise, quand la paix est revenue, il a fallu mettre le peuple au travail. Pour remettre le peuple au travail, il faut de bonnes politiques. Une bonne politique gouvernementale permet aux gens de savoir que leurs produits, ils vont être aidés d'abord, encadrés par des ingénieurs, par des agronomes, pour que la production, on va leur donner des engrais, on va leur donner des bonnes semences. Donc le gouvernement a fait cela et le peuple a répondu. Et donc ça a augmenté la production. Ensuite, les jeunes qui vont à l'école, qui voulaient tous aller à la fonction publique, qui voulaient tous travailler pour l'État, on les a convertis. On leur a dit que non, ce n'est pas seulement avec l'État qu'on peut travailler, on peut aller à la terre et gagner son argent, gagner de l'argent. Et de plus en plus, la narcade, le caoutchouc, le palmier à huile donnent plus d'argent que les fonctionnaires qui sont avec l'État. Et donc, beaucoup de jeunes sont repartis à la terre. Mais même les vivriers, on s'est rendu compte que les vivriers procurent beaucoup d'argent à ceux qui le pratiquent. Et donc, beaucoup de jeunes s'en vont à la terre. Donc, une bonne politique gouvernementale, une bonne sensibilisation a permis d'augmenter les productions. Toutes les productions ivoiriennes, au bout de 5 ans, ont été augmentées de 50%. Le cacao, qui était à 1 200 000 tonnes, est passé à 1 700 000 tonnes. C'est au point que la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao au monde. La Côte d'Ivoire est premier producteur d'anacade au monde. La Côte d'Ivoire est grand producteur d'ananas, de bananes, de mangues. Toutes les productions agricoles ont augmenté. Et ça, c'est ça qui a fait l'économie. Et puis, bien sûr, à côté de ça, le gouvernement fait un effort pour transformer. Aujourd'hui, nous transformons 30% du cacao en beurre, en pâte, en mousse, avant de l'exporter. Donc il y a une industrie. Il y a une industrie. Et donc, industrie locale. Et c'est la priorité aujourd'hui. Le gouvernement a fait de ça une priorité, que l'agriculture voit ses produits transformés. Et voilà, donc transformer un peu de cacao, nous transformer un peu de café, nous transformer de l'anada, nous transformons de l'anarcade, et nous voulons augmenter au maximum vraiment la part qui est transformée de manière industrielle. Et c'est pour cela que nous appelons les Égyptiens qui ont de l'expérience, qui peuvent nous aider à venir faire cela. C'est bien ça, c'est un côté très important, on va parler tout de suite. Donc, quel est le rôle du secteur privé en Côte d'Ivoire? Comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est un pays libéral. Et donc chez nous, l'économie repose d'abord sur les individus et non pas sur l'État. Et donc le secteur libéral est très développé et aujourd'hui, dans le budget que l'État a fait, le plan de développement, on appelle ça le plan national de développement 2016-2020, une partie appartient au secteur privé. Et les secteurs privés, c'est eux qui manipulent, c'est eux qui gèrent les banques, c'est les secteurs privés qui sont invités à créer des industries pour transformer, que ce soit dans le domaine pharmaceutique, que ce soit dans le domaine agro-industriel, que ce soit dans l'hôtellerie. Tous ces secteurs sont en train de progresser. Les infrastructures, c'est clair. Les infrastructures, nous avons besoin de grandes structures comme les contracteurs, mais nous avons aussi des structures de France, des structures allemandes qui viennent travailler, des Italiens également qui travaillent et qui multiplient les infrastructures en Côte d'Ivoire. Le secteur privé, pour nous, a une place. Tous les hommes d'affaires qui ont de l'expérience, qui ont des investissements à faire, à rentabiliser, peuvent venir en Côte d'Ivoire. D'accord. On va parler d'un autre côté très important, c'est la relation bilatérale égypto-ivoirienne. Comment vous pouvez évaluer cette relation, monsieur l'ambassadeur? Depuis l'indépendance, l'Égypte et la Côte d'Ivoire entretiennent de bonnes relations. La compagnie Elnas, une ancienne compagnie de l'État, qui faisait le commerce, qui faisait tout, était à Abidjan et ils ont fait beaucoup de choses. À l'époque, le premier bâtiment, c'est passé. Ils ont fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous essayons d'activer à nouveau. Et l'Égypte est là-bas. Arab Contractor est à Abidjan, a construit des ponts, a construit un pont dans un secteur, dans une région très touristique.
Arab Contractor actuellement a un contrat à l'aéroport, il travaille à l'extension de l'aéroport et nous cherchons aujourd'hui des hommes d'affaires qui pourraient nous aider dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de l'habitat. Parce que nous avons des grands besoins dans le secteur de l'habitat. Or, nous voyons que l'Égypte construit beaucoup de maisons et donc nous voulons des gens dans le secteur de l'habitat pour nous aider. Mais il n'y a pas que ça. La Côte d'Ivoire construit beaucoup de maisons. La Côte d'Ivoire a besoin de ciment. La Côte d'Ivoire a besoin de matériaux de construction. Et tout ça, nous pensons que l'Égypte peut nous apporter ça de l'Égypte. De l'Égypte. Et c'est pour ça que nous lançons un appel à tous les hommes d'affaires égyptiens pour qu'ils participent à la croissance de la Côte d'Ivoire en venant investir en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'est-ce que le gouvernement ivoirien va faire pour attirer ou bien pour favoriser l'investissement étranger, surtout de l'Égypte? La Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est un pays libéral. Le gouvernement interfère très peu dans ce qui est créé. Ce sont les bonnes conditions pour que chacun travaille. L'homme d'affaires peut transférer son argent. L'homme d'affaires qui vient, s'il investit dans un secteur... ici de l'Égypte. Oui, ici un homme d'affaires égyptien, ça va. Selon qu'il s'implante à Abidjan ou à l'intérieur du pays, il peut avoir des exonérations fiscales. Il peut ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Tant que son entreprise... C'est pour encourager les capitaux étrangers. Après, il a la liberté de faire venir, qu'on appelle ça, il peut faire venir du personnel, il peut faire venir du matériel. Quelquefois, les matériaux qui viennent pour l'industrialisation sont dégrévés, ne payent pas des taxes. Donc tout ça facilite la tâche aux hommes d'affaires. Ensuite, ils ont sur place du personnel de qualité. Parce que la Côte d'Ivoire forme bien ces jeunes. Et ces jeunes-là peuvent aider à faire développer n'importe quelle industrie. Les grandes entreprises de télécommunications en Côte d'Ivoire font beaucoup d'argent parce que les jeunes Ivoiriens sont ingénieux, ils sont très bien cultivés, bien formés. Et ces entreprises les utilisent pour augmenter leur chiffre d'affaires d'année en année. Donc, c'est bien, ou bien c'est très facile de faire des investissements égyptiens en Côte d'Ivoire. Par exemple, le secteur des meubles. L'Égypte est un champion. Damiette est une ville reconnue pour la fabrication de meubles. Or, la Côte d'Ivoire produit du bois. Tu as visité? J'ai visité Damiette. Et la Côte d'Ivoire produit du bois. Et si les Égyptiens veulent, ils peuvent nous vendre du bois. Ils peuvent prendre le bois et venir ici. C'est-à-dire faire des échanges. Mais aussi, ils peuvent s'installer. Ils peuvent s'installer là-bas. Parce que s'ils s'installent là-bas et qu'ils fabriquent des bons meubles, ça va coûter moins cher, ils vont faire beaucoup de bénéfices. Et donc voilà par exemple un secteur, que ce soit dans le bois, que ce soit dans la cimenterie, tout ça, nous avons des besoins en Côte d'Ivoire. Les chemins. Et l'Égypte est bienvenue. Faire des routes également, nous en avons besoin. Et les entreprises égyptiennes sont invitées à venir justement investir en Côte d'Ivoire et exploiter des créneaux qui leur sont offerts. Et donc, c'est toujours, on parle de la relation bilatérale entre les deux pays. Et en matière politique, qu'est-ce qu'on peut dire? En matière politique, nous pouvons dire que nous avons de très bonnes relations. Vous le faites bien parce que il y a cela, même pas un mois, le ministre Choukri, le ministre des Affaires étrangères, était en Côte d'Ivoire. Il a participé à la conférence de l'OCI. Il a profité pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est la preuve que vraiment, il y a de bonnes relations. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est venu ici il y a un mois. Le président de notre Assemblée nationale était ici au Caire. C'est pour montrer que les relations politiques sont très bonnes. Et comme témoignage de ces relations politiques, c'est dans le domaine de la sécurité. L'Égypte aide la Côte d'Ivoire énormément dans le secteur de la sécurité pour lutter contre le terrorisme. Comment? En formant. Ils nous font donc des stages pour former les militaires, les officiers supérieurs, pour former les gendarmes, afin de maintenir l'ordre, afin de leur transférer une partie de l'expérience égyptienne en matière de lutte contre le terrorisme dans ce secteur. Mais l'Égypte accepte aussi les étudiants ivoiriens. Al-Azhar, il y a beaucoup d'étudiants à l'université du Caire, à Al-Azhar, qui font des études ici. Al-Azhar ou bien d'autres? Il y a l'université du Caire, il y a l'université du Caire, il y a Al-Azhar, il y a l'université Einstein. On a des Ivoiriens dans toutes ces universités. Il y a même, vous savez, Alexandrie, il y a des universités d'Alexandrie, mais il y a même aussi l'université Senghor d'Alexandrie. Tout ça, il y a des Ivoiriens qui viennent se former en Égypte et cela dénote de la bonne coopération qui existe entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Donc, on va parler d'une autre forme de coopération, c'est la coopération, par exemple, économique, tu as déjà dit, mais si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le faire. Encore, coopération culturelle. Oui, dans le domaine économique, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles d'être faites.
Et donc, je vous ai parlé des matériaux de construction que l'Égypte peut vendre à la Côte d'Ivoire pour aider la Côte d'Ivoire vraiment à développer son secteur de l'habitat. Il y a le secteur pharmaceutique où la Côte d'Ivoire ne fabrique pas encore beaucoup de produits pharmaceutiques. Or, l'Égypte fabrique des produits pharmaceutiques qu'il peut vendre en Côte d'Ivoire ou même aller s'installer aussi, faire produire des produits pharmaceutiques en Côte d'Ivoire. J'ai visité des usines ici d'énergie renouvelable, des photovoltaïques, des produits d'énergie solaire. L'Égypte fait tout cela. Et donc, je pense que tout cela, on peut l'exporter en Côte d'Ivoire. Mais en matière culturelle, l'ambassade a fait beaucoup de choses en matière culturelle. L'année dernière, le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire était ici pour participer au cinéma, au festival de films à Luxor et à Assouan, et nous l'avons accompagné. L'année dernière, nous avons fait venir des troupes ivoiriennes pour participer à des activités ici. Mais l'année dernière aussi, l'Égypte a fait partie de Tanoura pour participer au Massa, le festival des arts, le marché des arts et du spectacle à Abidjan. Et donc, il y a vraiment un échange véritable entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire en matière culturelle. Le ministre des Antiquités, je le connais très bien parce que justement, on a eu des entretiens avec lui, avec son département. Le ministre... Dr Khaled El Anani? Oui, Anani, monsieur Anani, oui. On le connaît. Le ministre de la Culture, l'écrivain, le journaliste, il est journaliste aussi, un ancien journaliste. Par exemple, on a travaillé beaucoup avec lui et chaque fois que nous faisons venir des troupes, le gouvernement égyptien, par le ministre de la Culture, nous aide à les loger, à les encadrer, à les accueillir. Et donc, vraiment, il y a une coopération. C'est le secteur où je pense que l'ambassade a le plus travaillé au cours des 2 ou 3 dernières années. Donc, monsieur l'ambassadeur, quel est l'avenir de la relation bilatérale l'Égypte et la Côte d'Ivoire? Quel est l'avenir? L'avenir est prometteur. L'avenir est prometteur en ce sens que au cours de la dernière année, au cours des 12 derniers mois, j'ai vu beaucoup d'opérateurs économiques égyptiens qui sont partis en Égypte, en Côte d'Ivoire plutôt, pour présenter leurs produits, pour présenter ce que l'Égypte peut faire. Parce que l'Égypte peut faire beaucoup de choses, mais il faut que le pays montre qu'est-ce qu'elle sait faire. Mais j'ai vu aussi des Ivoiriens qui sont venus ici pour chercher des partenaires dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur de la construction, dans le secteur des cimenteries. Il y a une exposition, le Batimat Égypte. Cette exposition, il y a 14 Ivoiriens qui étaient venus pour rencontrer les Égyptiens et chercher des partenariats. Donc la coopération économique est une priorité? Absolument, absolument, et elle est prometteuse. Je peux vous assurer qu'elle est prometteuse parce qu'il y a eu beaucoup de contacts qui ont été pris au cours des derniers mois qui vont donner des résultats, qui vont permettre à des entreprises ivoiriennes d'intervenir ici, d'importer des produits égyptiens, mais qui vont permettre aussi à des Égyptiens d'aller faire connaître leur savoir-faire, d'aller vendre des produits en Côte d'Ivoire. Vous êtes ici depuis 5 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur la communauté ivoirienne au Caire? Et la communauté ivoirienne au Caire est formée essentiellement d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants, mais de plus en plus, il commence à avoir des joueurs qui viennent se former ici, vraiment s'entraîner ici avant d'aller en Europe ou avant de repartir. Il y a l'Égypte même qui achète beaucoup de joueurs ivoiriens. Et ça peut permettre une pénétration. C'est une coopération dans le sport. La communauté, la communauté ivoirienne se sent à l'aise ici et je remercie les autorités égyptiennes qui vraiment leur offrent des possibilités de s'instruire, de se perfectionner en sport et quelquefois de travailler dans certaines entreprises. Il y a des ingénieurs ivoiriens qui travaillent dans des entreprises égyptiennes ici. Et que ce soit Total, que ce soit... il y a beaucoup d'entreprises où des Égyptiens et des Ivoiriens travaillent. Mais je sais aussi, chaque jour, je délivre beaucoup de visas à des Égyptiens, des ingénieurs égyptiens qui vont en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi pour faire pour tourisme, par exemple ou... Il y a du tourisme, mais pas beaucoup de tourisme. Ils font de la maintenance. Ce sont des gens qui sont spécialisés. Toutes les grandes entreprises européennes font partie des Égyptiens en Afrique pour faire la maintenance. Au lieu de faire venir des Français pour aller réparer, pour aller faire des formations, ils font venir les Égyptiens. Ça veut dire que les Égyptiens sont aussi bien formés et ils font donc un échange d'expérience avec les pays africains. Avant de mettre terme à notre épisode, je voudrais quelque chose de dire, c'est on va parler de l'Afrique en général. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se connaître en Afrique? C'est très important que les peuples africains se connaissent. Oui, je pense que au cours des dernières années, les activités culturelles que nous avons menées à Alexandrie, à Luxor, au Caire ici, en gros en Égypte, ça nous a permis vraiment de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire et c'est ce que chaque pays, chaque ambassade doit faire pour faire connaître son pays.
Maintenant, nous aussi, nous avons accueilli des Égyptiens en Côte d'Ivoire et cela peut nous permettre de nous connaître. Mais il faut multiplier les visites. Comme j'ai dit, les personnalités politiques se visitent, mais il faut que les hommes d'affaires également se rendent visite. Quand il y a les foires, quand il y a les salons, il faut que nous, les Ivoiriens, nous invitions les Égyptiens, que des hommes d'affaires égyptiens aillent voir concrètement la situation et pour qu'ils puissent eux aussi présenter ce qu'ils savent faire afin de pouvoir vendre des produits. Donc, vraiment, l'Afrique doit coopérer avec l'Afrique et je pense que l'Égypte, qui a des avances dans beaucoup de domaines, qui a quand même, c'est un vieux pays, qui a une grande expérience, doit, et elle fait bien, de se rapprocher des pays africains. Le président Sissi a bien fait de choisir rapprochement avec les pays africains parce que l'Afrique a besoin de l'expérience égyptienne et l'Afrique a beaucoup à donner à l'Égypte. D'accord. La dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre continent devienne le meilleur? Vous savez, on appelle cela des tendances lourdes. Dans l'histoire, il y a des périodes où vous avez des problèmes, il y a des périodes où vous êtes en pole position. Aujourd'hui, tout le monde pense que l'Afrique est le... Quels sont les défis ici? L'Afrique, c'est le continent prometteur, c'est le continent de l'espoir, parce que nous avons des matières premières, nous avons une main-d'œuvre de bonne qualité, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons une population qui est de plus en plus importante et nous avons désormais des cadres bien formés qui peuvent définir eux-mêmes les capacités, qui peuvent donner les orientations de l'Afrique. Et donc tout cela permet d'espérer que l'Afrique va se développer demain. Et quand on sait que les Européens dépendent maintenant de nous en matière de marché d'abord pour vendre leurs produits, mais surtout des matières premières, donc ça nous donne beaucoup de possibilités. Mais les défis sont nombreux. Il y a l'immigration. Beaucoup de jeunes Africains qui veulent immigrer en Europe. Il faut tout faire pour arrêter cela, pour que les Africains travaillent chez eux ici. Nous avons notre commerce qui est encore faible entre les pays africains. Il faut pouvoir le développer, le projet interne intra-africain. Et surtout, nous avons des conflits entre pays africains. Ce n'est pas normal. Soit à l'intérieur des pays, soit entre les pays. Il faut que nous évitons ces conflits pour que nous puissions exploiter tout le potentiel de l'Afrique, exploiter les complémentarités d'un pays à l'autre. Comme un pays comme la Côte d'Ivoire, on a la forêt, l'Égypte a le désert, mais l'Égypte a les industries, nous on a des produits, des matières premières. Il faut que nous puissions exploiter ces complémentarités. C'est tout ça qui va faire le développement de l'Afrique. Donc le travail doit être africain. Bien sûr, africain. Coopération sud-sud, coopération intra-africaine. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment d'être venu. Merci à tous vos collaborateurs. Et vraiment, je vous dis, je suis heureux d'être en Égypte, d'avoir des frères avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, avec qui je suis heureux encore de continuer à travailler. Merci beaucoup d'être venu participer à la fête nationale de la Côte d'Ivoire. على الساحل الغربي من إفريقيا تقع ساحل العاج أو كما يطلق عليها بالفرنسية كوت ديفوار، وهي دولة ذات ثقل سياسي ولها تاريخ طويل ضمن دول القارة السمراء. ولقد احتفلت ساحل العاج يوم 7 من أغسطس بعيدها الوطني، وهو اليوم الذي حصلت فيه على استقلالها من فرنسا. وفي ذكرى هذا الحدث الهام أقامت السفارة الإيفوارية بالقاهرة احتفالا تتشارك فيه مع الدبلوماسيين المصريين والعرب والأجانب إحياءها ليوم الاستقلال. توافد على الحفل لفيف من المثقفين والسياسيين لتقديم التهنئة لسفير ساحل العاج بالقاهرة ألو أوجين، ومعبرين عن اعتزازهم بكوت ديفوار كبلد إفريقي هام لمصر ولكافة الدول الإفريقية. ارتبطت مصر بعلاقات صداقة مع كوت ديفوار، ولم تشهد هذه العلاقات تقلبات سياسية أو دبلوماسية حادة. تشترك مصر وكوت ديفوار في عضوية منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك حركة عدم الانحياز، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية الأخرى مثل المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي، ذلك التجمع الإفريقي الذي يعطي للعلاقات بعدا هاما ويتيح التقاء مسؤولي البلدين على فترات متقاربة.
السيد محمد حسن من المستثمرين في القارة الأفريقية وتحديدا في كوت ديفوار. بخبرة حضرتك إيه اللي مطلوب أو إيه اللي تحتاجه كوت ديفوار من مصر فيما يتعلق بالاقتصاد؟ هنا بقول هنا اقتصاد يعني كل ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية. إيه اللي مطلوب من مشروعات من واقع خبرتك وعملك في أفريقيا؟ مساء الخير. يعني الحمد لله لينا شغل كتير مع أفريقيا من فترة طويلة. حجم التبادل التجاري ما بين لو قلنا ما بين مصر وما بين معظم الدول الأفريقية تبادل كويس جدا. أنا بتكلم على الإطار الشخصي وخبرتي الشخصية في المجال بتاع تصدير المنتجات المصرية لمعظم الدول الأفريقية وخاصة كوت ديفوار. احنا بننافسين أوروبا كويس جدا، بننافس أمريكا كويس جدا. احنا لينا أولوية أكتر لأن بحكم العملة بتاعتنا، بحكم احنا أعضاء في الكوميسا دي في الغرب. في الغرب بحكم الكوميسا احنا شرق افريقيا بنغطيها كويس جدا. التبادل التجاري مع غرب افريقيا ممتاز جدا. عندنا مجموعه خطوط ملاحيه بتطلع من المواني المصريه الى المواني غرب افريقيا، بتوصل المركب في حدود 20 يوم، وده رقم قياسي جدا جدا لوصول للشحنات بتاعتنا. اسعارنا متنافسيه جدا في مجال الاسمنت، في مجال السيراميك، في مجال الادوات الصحيه. ايه اللي بيتم نقله من القاهره لكوت ديفوار؟ ما عندكيش فكره. التجار اللي في غرب افريقيا هم لغايه دلوقتي بيعتبروا نفسهم تجار، ما هماش بيزنس، ما هماش انفستورز، هم بيجوا بصفه التجار، بينزلوا مصر، ما بيبقوش مصدقين نفسهم من حجم المنتجات اللي بياخدوها من مصر. بتنقلوا ايه؟ عايز اقول لحضرتك ما بياخدوش ايه. من اول الكرسي البلاستيك اللي مصر بتصنعه، من اول الادوات الصحيه اللي مصر بتصنعها كلها من سيراميك وادوات صحيه، عايز اقول لك سجاد، نجف، اسلاك كهربائيه، ما فيش حاجه ما بياخدوهاش. في مشكلات او معوقات بتقابل عمليه النقل، وعلى اعتبار ان النقل او الشحن هو من اهم العناصر اللي بتشجع التجاره البينيه بين الدول الافريقيه. هو طبعا يعني اتكلم على الاطار الشخصي بحكم التجربه الشخصيه. يعني احنا شركه معتبر من احد الشركات المصدره. ما فيش مصر ما بتاخدش جمارك على التصدير، ما فيش قيمه مضافه على التصدير. بالظبط لافريقيا واي حته في الدنيا يعني. فدي طبعا من الحاجات اللي بتدعم موضوع التصدير كويس جدا. بنتعافي من بناخد مقابل كمان على التصدير لما بنقدم البوالص الشحن بتاعتنا. اعتقد احنا هنا في بالذات بعد سعر الدولار الجديد مع الجنيه المصري، اعتقد دي بتبقى فرصه كويسه جدا جدا بان احنا بنطلع منتجاتنا. بس احنا بينقصنا شويه حاجات، ان احنا ما عندناش اهتمام بافريقيا، مهتمين يمكن بدول تانية، لكن افريقيا انا بقول من وجهه نظري هي من الدول او يعني منجم ده اللي انا دايما بقول. الاهتمام يكون ممكن يبدا من رجال الاعمال او مجتمع الاعمال، هو ممكن يكون هو المحرك الاساسي في التعامل مع افريقيا في الملف الاقتصادي. اعتقد يعني بتبقى محتاج يمكن يعني طبعا احنا يعني دي من ضمن الاساسيات اللي موجوده عندنا سفارات موجوده في كل السفارات المصريه موجوده في كل الدول الافريقيه بلا استثناء. يمكن عندنا ميزه طبعا تنافسيه بموضوع ان احنا عندنا دول كتيرة أفريقية بنخشها من غير فيزا بالباسبور المصري، دي طبعا ميزة كويسة. يمكن مسائل تحويل الفلوس ما بين البنوك المصرية للبنوك الأفريقية يمكن فيها شوية مصاعب، لكن أعتقد في الوقت الحالي يمكن مع سياسة جديدة ممكن نقدر نقول إن الأمور بتتسهل مع الوقت يعني. Côte d'Ivoire. بالنسبة للنقل والشحن هو محرك أساسي لأي تجارة بين الدول الأفريقية. هل هناك معوقات ولا بيبقى في أمر سهل أو في سهولة في التعامل في الملف ده؟
يعني الحمد لله في الموضوع بتاع الموضوع النقل، موضوع كتبادل تجاري، ما اعتقدش ان احنا عندنا معوقات. زي ما قلت لحضرتك المعوقات يمكن اللي احنا نقدر نكون نواجهها حته التبادل في العمله. يمكن احنا عندنا جزء مميز دلوقتي زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ان هو العمله بتاعتنا قصاد غرب افريقيا بيستعمل الفرنك سيفا، وده عملة ضعيفة جدا طبعا مش متداولة هنا في مصر. يعني يمكن لو قدرنا نفتح ما بينهم أسواق تجارية أكتر هتساعد في إن احنا نزود حجم التبادل التجاري. لكن أنا شايف من وجهة نظري يعني إن احنا لازم نحط اهتمام حكومي أكتر لتوجه بتاعنا لأفريقيا. مشاهدينا وبكده انتهت حلقتنا النهارده من هنا افريقيا، وكنا في لقاء خاص مع سفير دوله كوت ديفوار بالقاهره السيد الو اوجين. وتصنف دوله كوت ديفوار واحده من اهم الدول في القاره الافريقيه وتحديدا في غرب القاره. انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم وحديثنا لا ينتهي عن القاره الافريقيه.